Bonjour, vous êtes bien sur Pop Campus et Radio Campus 93.3. Nous sommes toujours à Angoulême et aujourd'hui il va être question de bande dessinée, de manga, d'autobiographie, de dessin animé, de tout ça à la fois. Et oui, car nous sommes avec Elsa Brands pour son album Par le pouvoir des dessins animés. Bonjour à tous. Donc merci déjà d'avoir accepté cette interview. Merci de m'interviewer aussi, c'est bien. Donc, comme je viens de le dire, tu viens de faire paraître Par le pouvoir des dessins animés aux éditions Kana. Donc, un récit autobiographique qui raconte comment les dessins animés ont changé ta vie. Créer des vocations, est-ce que c'est ça justement le super pouvoir des dessins animés? Je suis persuadée qu'ils ont énormément de super pouvoirs, mais leur influence sur moi, ça a été ça. C'est ils m'ont confirmé dans ma vocation qui a été de raconter des histoires pour pouvoir faire rêver les autres et amuser les autres à mon tour. Comment justement passe-t-on de la passion à la vocation? Qu'est-ce qui a, pour toi, à ton avis, été un déclic? En fait, je regardais énormément de dessins animés. J'avais pas le droit, mais je les regardais en douce. Et quand je ne les regardais pas, puisque mes parents de temps en temps rentraient à la maison, eh ben, du coup, je me rabattais sur la création pour pouvoir être à nouveau dans ces univers-là. Donc, cette frustration de ne pas regarder ce que j'aimais m'a poussée à créer moi-même. Et à force de faire ces petits dessins, ces petites histoires, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire toute ma vie. Et justement, comment tes parents ont pu découvrir cet album? C'est peut-être quelque chose où ils ont découvert des choses assez, de manière un peu différente de ce qu'ils pensaient. Bon, tu vas me dire, il y avait prescription, mais bon. Alors oui, il y avait totalement prescription. En règle générale, ils savent à peu près ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé. Ils savaient que j'avais regardé les dessins animés en douce. Ce qu'ils ne savent pas, c'est toutes les bêtises que j'ai pu faire à côté. Je voudrais pas trop spoiler, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même assez gratinées. Et d'ailleurs, quand j'ai montré l'album à mes enfants, j'aurais dit, si jamais vous faites la même chose que moi, je vous déchire. C'est ça l'éducation. En parlant de vocation, je reviens aussi à l'idée de quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui me semble important, c'est que on trouve beaucoup d'auteurs mangaka et qui sont inspirés du manga dans la région où tu habites. On peut le dire, c'est la ville de Sète. Est-ce qu'il y avait quelque chose justement dans les tiels ou dans les huîtres de Bouzigues qui amène à cette vocation du manga? Alors, je sais pas du tout pourquoi on est super concentré aux alentours de Montpellier. Mais oui, il y a Romain Lemaire, il y a Renaud Lemaire, il y a Emmanuel Nieux, il y a Guillaume Lapère. Bon, lui, c'est un petit peu mon mari, donc c'est un petit peu normal qu'il vive avec moi. Mais il y a Rav Chan et il y en a encore plein d'autres. Donc, pourquoi on est super concentré ici, je ne sais pas du tout. Le soleil, peut-être, la lumière nous inspire. Je ne sais pas. Aussi, peut-être étaient-ils privés de dessins animés quand ils étaient petits. Alors, peut-être, sans doute. Ils ne m'ont pas tout raconté, mais je pense qu'on était quand même assez nombreux à l'époque où les parents étaient assez contre le fait de regarder les dessins animés en boucle. Finalement, Ségolène Royal a bien fait son travail. No comment. On va pas dire ça comme ça. Ça, c'est fait. Donc, pour revenir maintenant en plus sur l'album à proprement parler, tu as choisi donc une narration à sketch avec justement donc plusieurs anecdotes découpées. Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que tu as pensé peut-être à créer l'album avec une narration plus linéaire, où il y aurait justement une sorte d'arc narratif plus classique? Est-ce que c'était vraiment un choix qu'est-ce qui a drivé en fait contre ce choix? En fait, au départ, c'est donc une éditrice japonaise qui est venue me demander de faire cet album. Donc, c'est une commande du Japon. Et son idée, c'était d'expliquer au grand public japonais pourquoi il y avait des auteurs français qui faisaient du manga. Parce que les éditeurs savent qu'on est les deuxièmes lecteurs au monde. La France est d'ailleurs un pays lecteur de manga au monde. Mais le grand public japonais n'en a absolument aucune idée. Donc, c'était vraiment le pitch de départ de cet album, expliquer au grand public pourquoi il y avait des auteurs qui faisaient du manga, qu'est-ce qui les avait amenés à ça. Et pour moi, faire un découpage par planche gag, ça m'a semblé une évidence parce que je raconte vraiment une période très longue et à la fois très décousue qui est ma vie. Et je voyais pas comment bien amener les gags en faisant une histoire suivie. Pour moi, c'était logique que ce soit des planches gags, soit quelquefois des yonkoma, des strips en verticaux. Donc tu reviens évidemment sur toute la génération Club Dorothée et tous les personnages qui t'ont marqué. Donc sur cet aspect, quelles sont pour toi les séries qui sont les plus importantes pour toi à l'époque? Alors pour moi, les plus importantes, ça va pas être forcément celles pour les autres, mais vraiment celles qui m'ont touché le plus. En premier,
Même si j'aimais beaucoup Candy et Goldorak, Albator a été déjà un peu plus marquant. Ensuite, Dragon Ball. Hein, plus Dragon Ball que Dragon Ball Z, même si je suis une totale fan de Vegeta, il n'y a aucun problème, mais pour moi Dragon Ball était plus amusant. Dr Slump, l'AMU donc de mon autrice préférée, Rumiko Takahashi. Euh, il y en a 50 000 des séries. Bah, Olympe et les dieux, pour ceux qui connaissent ma précédente série sur la mythologie grecque, comprendront pourquoi. Et non, il y en avait énormément, énormément qui m'ont marqué. Et donc c'est quelque chose, on peut dire que tu n'as jamais lâché. Aujourd'hui justement, quel est ton regard justement sur par rapport à cette époque entre guillemets nostalgique et aujourd'hui donc la production actuelle d'animation, que ce soit d'ailleurs japonais ou autre, parce qu'après tout c'est plus vaste que ça, je pense qu'on peut le dire. Ouais, je trouve que maintenant, il y a beaucoup moins de choix. En fait, il y a quelques très bonnes séries qui existent actuelles, mais par rapport à la vague qui nous a submergés à l'époque, où on avait vraiment, on pouvait regarder des dessins animés toute la journée pratiquement sans s'arrêter. Enfin, on le faisait, on n'avait pas le droit, mais on le faisait. Et non, je trouve que maintenant il y a moins de choix, mais en même temps, ça s'explique parce qu'à l'époque, ils ont traduit tout à coup plein de séries qui existaient depuis plusieurs années au Japon. Maintenant, on a rattrapé le Japon. Quand mes enfants regardent des dessins animés, ils regardent aussi des dessins animés de l'époque et ils me disent eux-mêmes, mais maman, il y avait beaucoup plus de choix à l'époque. Ils ont des coups de cœur eux aussi de leur côté, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent intéressantes pour eux? Alors, ils ont beaucoup aimé Dr. Slump, Samurai Pizza Cats, qui sont de très bonnes séries, Sherlock Holmes, Tom Sawyer. Et là, dans les séries récentes, ma grande qui a 13 ans est totalement fondue de Full Metal Alchemist. J'en reviens aussi donc à cette idée de collaboration franco-japonaise. L'album, donc comme tu l'as dit, est une commande à l'origine donc japonaise qui a été ensuite travaillée en collaboration avec les éditions Kana. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience qui est quand même une expérience assez unique, parce qu'après tout même un auteur comme Radiant, l'auteur de Radiant, donc Tony, lui pour le coup c'est une traduction. Là c'est vraiment une commande. Quelle est pour toi la différence par rapport à ça? Alors, il y a quelques différences culturelles qui ont fait que j'ai dû modifier certains gags pour qu'ils deviennent amusants pour le Japon. À contrario, il y a quelques gags que j'ai écrits que le Japon trouvait amusants et que les éditeurs belges m'ont demandé soit d'enlever, soit de modifier. Donc pour ceux qui achètent la version japonaise et la version française, il y a des différences. Hein. C'est pas exactement les mêmes versions. Après, vraiment, la très très grande différence, ça a été plutôt sur l'organisation du travail. Où quand je travaille avec Kana donc directement, les validations se font très rapidement. Il y a quelquefois, c'est normal, il y a quelquefois des choses à modifier, mais j'ai ces demandes assez rapidement. Ça met jamais plus d'une semaine pour avoir une modification ou une validation, tandis que là, avec le Japon, il y avait beaucoup plus d'étapes de validation. C'était pas juste une personne en face qui devait valider. Donc, du coup, au lieu d'avoir une réponse en quelques jours, une semaine, c'était plutôt en un mois ou deux. Ce qui fait que le travail a été quand même plus compliqué à mettre en place. Je suis ravie que l'album se soit terminé, mais ça a été quand même assez éprouvant physiquement. En plus, c'est pas ta première publication au Japon, on peut en parler aussi. Tu as travaillé sur un autre auteur de manga qui est quand même un des auteurs les plus connus. Pas tout, c'est le dieu du manga, hein, c'est Osamu Tezuka. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience donc Tezu Comics? Oh, quand on m'a proposé de faire des histoires courtes, d'abord c'était une histoire courte pour le Tezukomi. J'en revenais pas d'avoir cette proposition parce que vraiment pour moi, j'ai deux auteurs préférés, c'est Rumiko Takahashi et Osamu Tezuka, qui est vraiment effectivement, comme tu dis, le dieu du manga. Et que l'on me propose de retravailler dans ces univers, c'était vraiment incroyable. Encore maintenant, j'en reviens pas. Mais je me suis jetée à fond dans l'écriture de la première histoire courte, qui a été validée quand même assez rapidement par rapport au travail que j'ai fait sur l'autobiographie. Ça a été quand même plus rapide pour le Tezukomi.
Et il y a eu plusieurs modifications, hein, c'est normal, c'est logique, parce que déjà, c'est pour le Japon, et ensuite, c'est une reprise de création d'un des plus grands auteurs au monde, donc c'est normal qu'il y ait tout plein de modifications à faire. On peut dire que tu as travaillé donc sur le personnage de Princesse Saphir, c'est ça? Pour ma première histoire, c'était une reprise de l'univers de Princesse Saphir, Ribbon no Kishi, où je me suis permis de faire une histoire encore plus féministe que ne l'était l'histoire à la base, parce que pour moi, l'intéressant, c'est pas juste de refaire du copier-coller, c'est de rajouter sa petite touche personnelle. Donc j'ai remis une couche sur le fait que être une femme, c'était pas obligatoirement ce que les autres pensaient, et que chacun avait ses propres définitions, et que chacun, homme ou femme, avait le droit d'être ce qu'il voulait être. Et ta deuxième histoire, donc en tant que, là pour le coup scénariste, si je dis pas de bêtises, c'est sur Blackjack, c'est ça? C'est ça, en fait, au départ, j'avais écrit cette histoire pour mon mari qui devait dessiner dans le Tezukomi. Le travail a fait que ça n'a malheureusement pas été possible, mais mon scénario était déjà fait. Et du coup, Frédéric Tout le monde m'a demandé si j'acceptais de proposer l'histoire à un autre dessinateur, et il m'a proposé Bertrand Gatignol. Et j'ai été extrêmement honorée de pouvoir voir ses dessins sur mon histoire, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Donc, merci Fred, merci Bertrand, je suis ravie. Est-ce que pour toi, tu parles justement de l'aspect féministe un peu plus important sur Princesse Saphir. Est-ce que pour toi, justement, c'est peut-être une des différences qu'il peut y avoir entre le comics à la française et le comics et le manga, pardon, le manga à la française et le manga à la japonaise, qui se veut peut-être un peu plus divertissant et moins peut-être porté sur des enjeux politiques. Alors, quand je parle de féminisme, pour moi, c'est pas forcément un enjeu politique Sans ou tout parler ça. de Pour moi, personnage. c'est, oui, oui. Pour moi, je vis comme ça depuis que je suis toute petite. Mes parents, mon entourage, on est tous dans cette mouvance qui fait que pour nous, c'est pas une revendication, c'est une manière d'être. Ça nous semble naturel. Quand je dis féminisme, je voudrais définir, parce que tout le monde, il y a certaines personnes qui pensent que c'est des gens qui veulent écraser les autres. Non, c'est juste une envie d'égalité, ce qui est quand même assez légitime. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Quand j'écris quelque chose avec des personnages féminins forts, c'est pas juste pour me la péter ou pour me démarquer. C'est juste que pour moi, ça me semble logique, et ça me semble divertissant. Et voilà, je pense que la grande différence entre le manga fait par des Français et le manga fait par des Japonais, c'est que nous avons quand même des cultures différentes, des façons de vivre différentes, et l'originalité justement du manga à la française vient de là, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir raconter nos propres histoires. Je reviens donc, on a parlé de Tezuka, on va revenir justement aussi sur Rumiko Takahashi, donc, qui est donc le Grand Prix cette année du festival. Malheureusement, effectivement, on a appris donc qu'elle avait fait le choix de ne pas venir et de ne pas avoir d'une exposition. Néanmoins, malgré tout, je pense que ça peut être intéressant de parler des auteurs qui donnent un peu leur vision de Rumiko Takahashi. Qu'est-ce que c'est pour toi, Rumiko Takahashi? Bah, pour moi, c'est la personne qui maîtrise le mieux au monde l'humour absurde, qui a une force de narration incroyable. Pour moi, elle est aussi forte qu'Osamu Tezuka, et c'est vraiment une grande référence. Et quel que soit le type d'histoire qu'elle va raconter, bon, c'est souvent de l'humour, mais pas forcément. Il y a aussi de l'aventure, il y a aussi de la romance, il y a aussi quelquefois des histoires plus horrifiques, comme Mermaid Forest, ou la nouvelle série qui devrait sortir en juillet prochain en France. Pour moi, vraiment, elle est impressionnante, et j'ai assisté à son interview en conférence hier, et j'étais tellement émue. Je crois que j'avais les yeux humides rien qu'à la regarder parler, rien qu'à la regarder bouger. Et quand elle s'est mise à ancrer des dessins, j'en pouvais plus. Là, c'était trop d'émotion pour moi. On peut parler d'ailleurs, on peut dire, juste en face de nous, on a l'affiche donc qu'elle a réalisée pour le festival. Et le personnage qui trône au centre, c'est Princesse Saphir. Oui, en fait, sur l'affiche qu'elle a réalisée pour Angoulême, elle fait
un clin d'œil à tous les auteurs et tous les personnages des auteurs qui l'ont fait rêver, qui l'ont poussée à devenir autrice elle-même. Et je trouve cette affiche vraiment très émouvante par ce double aspect. En fait, c'est Rumiko Takahashi et ce sont les maîtres qui l'ont poussée à devenir autrice. On peut voir un peu dans ton planning, dans ton planning de ta vie, j'ai envie de dire. Donc première étape, ça a été publier une bande dessinée, ça a été fait. Publier un manga à la française, ça a été fait. Publier du manga au Japon, ça c'est fait. Faire élire Rumiko Takahashi Grand Prix d'un festival d'Angoulême, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est le prochain défi de ta carrière? Ah, oh là là, il y en a tellement. Parce que là, je parle de ceux qui se sont réalisés. J'en ai eu plein déjà des défis, ils ne sont pas tous réalisés. Ma prochaine série, je peux déjà peut-être spoiler. J'ai pas encore le contrat, mais on a parlé de tous les points du contrat, donc il devrait être signé très rapidement. La prochaine série sera à nouveau chez Kana. Et est-ce que j'ai le droit de dire ça? Bon, tant pis, je vais le dire. Et puis, je me ferai taper sur les doigts après. En fait, il va y avoir un double storyboard. La série va être publiée en double format. Il va y avoir un format papier, donc manga classique, et un format également webtoon pour essayer d'avoir un scrolling à la verticale pour faire de la promotion en fait sur la série pour que les gens qui lisent sur tablette et sur téléphone puissent aussi découvrir ce que j'ai écrit. Très bien, merci beaucoup pour ce scoop. Voilà, on a bien fait de faire l'interview. Héloïse, qui est juste à côté, est-ce que tu veux poser une question peut-être à Elsa aussi? Moi, c'était par rapport, justement, pour revenir sur la production actuelle de manga, est-ce qu'il y a toujours des œuvres qui t'inspirent, notamment par rapport au gag manga, par exemple? Je sais à quoi je pense, mais... Alors oui, je pense que nous parlons toutes les deux de la même chose. En fait, je suis une grande fan de Gintama et je trouve que l'auteur est absolument fabuleux. Et ce que je préfère lire, alors j'adore lire les histoires de Gintama, mais mes passages préférés, ce sont les moments où il parle de lui, où il parle de sa vie et où on se rend vraiment compte que cet homme est fou. Et je ne rêve que d'une chose, c'est qu'il soit invité un jour en France pour pouvoir discuter avec lui. Ce serait fabuleux. Je suis tout à fait d'accord, c'est souvent intéressant de le voir, la manière quand il se représente en gorille, complètement blasé, et même c'est drôle dans le manga et même dans l'animé, la façon dont il le représente aussi, qu'ils font un procès contre lui pour avoir retardé à chaque fois et encore la fin du manga dans Shonen Jump. Non mais c'est vraiment très contente d'en parler avec toi parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément et dont je pense que je chroniquerai un jour à la radio, il faudra bien. On a double scoop, tu vois, maintenant. Voilà. C'est parfait. Bien écoute, on arrive à la fin. On va te laisser un petit mot, tout simplement le petit mot de la fin. On en profite juste avant pour remercier donc le Festival international de la bande dessinée, les éditions Kana. Merci beaucoup et merci pour cette interview. Et j'espère que vous lirez ce que j'ai déjà écrit et ce que je vais écrire à l'avenir. Mais gros bisous à tous. Merci à vous. À très bientôt.